Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Big Shift. Aujourd'hui, on est avec Marine Calmet, qui est avocate et juriste en droit de l'environnement. On va parler donc de droit et de la lutte pour la préservation de l'environnement du vivant. On va parler d'anthropocentrisme déplacé de nos sociétés occidentales. On va expliquer ce qu'est le droit de l'environnement, un peu son histoire. Marine nous raconte aussi les raisons de son engagement, l'outil du droit qu'elle a découvert pour lutter à armes égales, la plupart du temps contre des grandes multinationales qui profitent de leur puissance. On parle aussi de son premier gros succès, un recours contre le projet de mine d'or en Guyane qui s'appelait la montagne d'or. On parle de ses découvertes pendant sa présence auprès des peuples autochtones sur place, de leur culture qui les pousse par leur façon de vivre ensemble, à protéger la nature, et comment est-ce que nous on pourrait les imiter. Voilà, c'est une première partie d'épisode. N'oubliez pas, comme d'habitude, s'il vous plaît, de vous abonner au podcast et de laisser un commentaire et des notes. Ça nous aide vraiment beaucoup. Plus de 50% des gens qui écoutent les podcasts qui ne sont pas encore abonnés, donc foncez, merci et bonne écoute. Place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Big Shift. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur le droit avec Marine. Salut Marine. Bonjour. Donc le droit de l'environnement, pas n'importe quel droit, et du coup, voilà, le droit c'est une des clés de la sensibilisation aujourd'hui. On l'a vu notamment avec l'affaire du siècle en France, et puis du coup avec d'autres à l'étranger. Marine va nous en parler juste après. Donc c'est une discipline qui est en constante évolution. Il y a énormément de modifications. D'ailleurs, toi, tu fais partie de ceux qui luttent pour créer de nouveaux droits, pour créer des nouvelles lois sur ces sujets-là. Donc tu es avocate, fondatrice de l'association Wild Legal, autrice du livre Devenir gardien de la nature, qui a d'ailleurs au passage reçu le prix de l'écologie 2021. Donc bravo. Merci. Et est-ce que du coup tu peux te présenter un peu plus en détail ? Alors effectivement, moi j'ai un parcours, une formation d'avocate. J'exerce du coup mon métier en soutenant des associations écologistes ou des associations qui sont engagées dans la protection des droits des peuples autochtones. Et parmi mes premiers engagements, il y a effectivement l'affaire du siècle, enfin ce qui est devenu l'affaire du siècle, parce que déjà sur les bancs de l'université, la question climatique était devenue un peu centrale dans mes préoccupations et que en fait, il me semblait que l'outil juridique était un outil puissant. L'idée, c'était, grâce au droit, de faire gagner David contre Goliath. Bon, ça a été un peu plus compliqué que ça par la suite. Mais je suis toujours restée dans l'idée que grâce à cet engagement du droit en faveur de la transition écologique ou tout simplement de la protection du vivant, eh bien, on avait des outils, nous les citoyens, pour renverser la cadence et pour agir concrètement. Et donc, c'est pour ça que, en créant Wild Legal, l'idée c'était de démocratiser l'accès au droit, de rendre ça accessible à tous, pour pas que ça reste dans la sphère d'une espèce d'élite ou d'experts du droit, mais qu'au contraire les citoyens comprennent en quoi ils peuvent s'en servir comme levier pour directement agir sur leur territoire, dans leur lutte et s'engager concrètement. Ok, est-ce que tu peux me dire, d'ailleurs peut-être que tu sais pas, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te dire c'est le droit qui va m'aider ? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, en fait, dès le début ? Alors, moi, je me suis engagée dans des études de droit pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que je suis constamment en colère par rapport aux injustices. C'est-à-dire que le droit, pour moi, étudier le droit, c'était pour pouvoir lutter contre des injustices sociales, environnementales. Le lien est très fort entre les deux. Et donc, du coup, je me suis engagée dans cette démarche-là parce que, justement, il me semblait que c'était un outil évident. Parce que grâce au droit, on peut concrètement faire face à certaines injustices, faire face aussi, parfois, tout simplement, à des vides juridiques qui existent et qui permettent à certains de prospérer sur, justement, le fait qu'il n'y ait pas de droit qui soit établi, et ce qui permet malheureusement à certaines multinationales de continuer leurs activités alors même qu'elles détruisent la planète et qu'elles provoquent le réchauffement climatique, ou que certains utilisent par exemple les droits les failles du droit social pour exploiter leurs salariés. Enfin, il y a tout en fait un panel de failles juridiques ou d'absence de réglementation qui permet à certains de profiter de cela pour malheureusement exploiter ces situations à leur avantage. D'accord, et donc ça, c'est la raison aussi, donc tu dis justice sociale, écologie, donc c'est la raison pour laquelle tu lis le droit à l'écologie ? Oui, aussi, en fait, les deux sont très liés, et ça permettait, et moi je l'ai vu, de gagner de nombreux combats. Quand on sait utiliser le droit, on a un avantage sur son adversaire, ou en tout cas, on peut lutter à armes égales. Et donc ça me semble très intéressant de le savoir.
Ok. Euh, donc, j'ai lu le début de ton livre. J'ai pas encore eu le temps de tout lire parce qu'on s'est eu au téléphone il y a un peu plus de 10 jours. Oui. Au début de ton livre, tu commences par une analogie où, en gros, tu dis qu'au temps de Galilée, on s'est rendu compte que c'était pas la Terre qui était au centre du monde, mais enfin de notre univers, mais plutôt le Soleil, et qu'aujourd'hui, on est un peu à une période charnière, un peu similaire, où on se rend compte, en fait, l'anthropocentrisme, l'homme n'est pas forcément au centre du vivant sur Terre. Pourquoi faire cette analogie et qu'est-ce que ça a amené dans ta réflexion? Alors, c'est une analogie qui m'est venue, en fait, parce que un de mes livres préférés, c'est La vie de Galilée de Bertolt Brecht. C'est une pièce de théâtre, en fait, qui raconte la lutte de Galilée. Hein. On peut vraiment parler de lutte pour faire entendre la vérité, puisque lui, qui avait pour la première fois pu observer, grâce à une jumelle, la position, en fait, des planètes, et était dans une société qui était sclérosée par la croyance amenée par l'Église, hein, que la Terre, parce que c'était la création de Dieu et parce que l'être humain était au centre de tout, parce que c'était la plus belle créature divine, et bien que la science, qu'on ne pouvait pas vraiment appeler science, mais dogme en fait, avait placé la Terre et les humains au centre de tout. Et Galilée lutte pour faire reconnaître la science, la vérité, et se heurte aux résistances de l'Église, aux résistances des dogmes justement religieux. Et il me semblait qu'on était un peu dans ce moment-là, parce que quand je vois la difficulté avec lesquelles justement la science, et notamment les sciences du vivant, se retrouvent confrontées aux dogmes de la croissance, aux dogmes économiques, qui sont complètement déconnectés du fonctionnement du vivant, c'est-à-dire des règles basiques de la chimie, de la biologie, de la physique qui régulent notre écosystème terrestre et qui aujourd'hui, on le voit avec la croissance infinie, nous envoie complètement dans le mur. Eh bien, je me dis, voilà, c'est une analogie qui finalement est dans la même veine, parce que Galilée, à son époque, on voulait faire croire que les planètes étaient dans des sphères de cristal qui orbitaient toutes autour de la Terre, parce qu'on ne comprenait pas en fait comment fonctionnait le mouvement des planètes. Bien nous, on nous a dit un peu comme ces sphères de cristal que finalement le marché serait régulé par cette main invisible qui ferait en sorte qu'il y ait un ruissellement sur tous et que grâce à la croissance, tout irait bien, ça serait la fin des inégalités, etc. Et on le voit bien aujourd'hui, ces théories, elles sont farfelues, elles ne mènent à rien, si ce n'est à des résultats extrêmement négatifs et en fait à ce dérèglement climatique, à cette extinction de la biodiversité qu'on ne peut que constater aujourd'hui et dont on ressent déjà les effets. Et donc, je me disais que cette analogie pouvait nous permettre de nous projeter en fait en arrière en nous disant bon, vous voyez bien qu'il y a eu une révolution à cette époque-là des mentalités et Galilée a complètement perturbé. C'est pour ça qu'il s'est pris l'Église aussi violemment. C'est pour ça que l'Église a aussi violemment lutté contre lui. C'est que c'était une remise en question de l'ensemble de notre vision du monde à cette époque-là. Et aujourd'hui, ça nous semble évident, banal. On enseigne la théorie de Galilée à l'école. Personne ne viendrait contester le fait que cette Terre orbite autour du Soleil, notre Terre. Et ben, de la même manière, j'ai envie de prendre cet exemple pour dire, vous voyez bien qu'à une époque, oui, ces nouvelles théories venaient complètement changer notre vision du monde, mais aujourd'hui, on vit bien avec, donc projetons-nous sur nos enfants aussi. Pour nous, ça nous semble être un changement monumental, énorme, et pour autant, pour nos enfants, le fait de dire que la nature a des droits, le fait de dire que les écocides doivent être punis, sanctionnés, le fait de dire que justement, les dogmes du marché ne doivent pas supplanter les règles de la physique, de la chimie, et puis même des considérations éthiques de relation avec le vivant, eh ben c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Vous voyez bien que ce qui nous paraît aujourd'hui être un changement de paradigme entier et total semblera tout à fait anodin pour nos enfants, mais il s'agit de le faire. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un peu à la base, peut-être, puisque du coup on a dit tu es avocate, juriste. Qu'est-ce que c'est que le droit de l'environnement ? Le droit de l'environnement, c'est un droit assez ancien qui s'est créé d'abord en réaction à la destruction des paysages, notamment. Donc, c'est un droit qui a une relation assez patrimoniale avec l'environnement. J'explique, ça veut dire qu'en fait,
À une époque, on a commencé notamment à construire des mines, à exploiter les forêts, donc à couper les forêts, et à, comme ça, déranger, ce qu'on pourrait dire déranger le paysage. Eh bien, les premières lois, enfin à l'époque, hein, c'était des décrets royaux, on commençait à réguler justement les impacts qui étaient considérés comme tolérables d'un point de vue de ces paysages, pour ne pas Très justement... esthétique, du coup. Exactement, plutôt une relation esthétique, je dis patrimoniale parce qu'il s'agissait de conserver l'image qu'on avait de la France. Donc on se faisait une certaine image de nos paysages, et donc il fallait pas non plus trop modifier ces paysages parce que c'était touché un peu à notre ADN en fait, à notre visage, le visage de nos territoires. Et j'imagine qu'on touche aussi à la valeur. Personne n'a envie d'être à côté d'une forêt découpée sur son terrain. Oui, alors ça c'était des questionnements qui à l'époque, si vous voulez... n'était pas encore amené de cette façon-là, mais il y avait une certaine image de la France, en tout cas, qu'il fallait sauvegarder. Et cette idée de patrimoine, elle s'est conservée jusqu'à aujourd'hui, puisque, en fait, dans notre charte de l'environnement, qui est aujourd'hui le texte constitutionnel qui protège l'environnement en France, on a toujours cette idée très anthropocentrée que l'environnement est le patrimoine de l'humanité. Alors qu'en fait, il s'agit juste des fondations de la vie sur Terre, pas que pour les humains, mais aussi pour les non-humains. Et donc, on a construit un droit anthropocentré, c'est-à-dire des lois écrites par et pour les humains, pour encadrer la manière dont on se comporte vis-à-vis de la nature. Et ça, c'est une construction que remet totalement en question, du coup, le mouvement pour les droits de la nature, qui sort de cette conception très anthropocentrée du droit, où finalement, il faut simplement mettre des limites aux actions des humains vis-à-vis de la nature, et le mouvement des droits de la nature qui dit non, nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, des droits fondamentaux. La nature doit être considérée, elle aussi, comme sujet de droit, disposant de droits propres, parce qu'il faut réinstaurer un équilibre et un dialogue entre les sujets qui composent ces écosystèmes, les sujets humains et les sujets non humains. Et c'est que dans cette vision-là qu'on peut parler, nous, de communauté du vivant, où finalement il y a un dialogue, il y a des interactions et il y a un lien d'interdépendance entre toutes ces entités qui est reconnu et apprécié par le droit. Ok, effectivement, tu dis qu'il faut sortir de cette notion de droit de l'environnement. Quelque chose que tu as appris un peu à tes dépens dans tes premières années, après quand tu as postulé pour la première fois dans un cabinet d'avocat en droit de l'environnement. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire ? Oui, c'est que j'avais déjà fait plusieurs recours en droit de l'environnement. Enfin, en tout cas, je m'étais spécialisée sur les questions du nucléaire, parce que c'était mes premiers dossiers. Et à l'époque, je m'étais dit, super, une fois que j'aurai mon diplôme d'avocat, je pourrais devenir grande avocate dans un cabinet connu et justement et remporter de grandes victoires. Donc, j'ai tout simplement pris la liste des 10 meilleurs cabinets d'avocats édités par les revues spécialisées, et j'ai envoyé mon CV. J'ai passé quelques entretiens d'embauche comme ça. Et je me suis retrouvée dans des situations lunaires, vraiment, où dans mon dernier entretien d'embauche, je me suis retrouvée face à 2 jeunes personnes, pas beaucoup plus vieilles que moi, qui me faisaient passer cet entretien d'embauche et qui m'ont dit, après avoir regardé un peu étonné mon CV, et qui m'ont dit, mademoiselle, vous êtes au courant que vous êtes chez les méchants ici ou pas ? Et donc là, j'ai mot pour mot comme ça. Oui, vraiment. Et puis avec aucune forme de... C'était même pas du cynisme, c'était juste qu'ils avaient vu la liste des associations pour lesquelles j'étais déjà bénévole. Et en fait, ils m'ont expliqué que y aurait un conflit d'intérêts parce que, en gros, je défendais leurs opposants et que eux travaillaient pour des grosses boîtes qui polluent. Et que donc, il y aurait impossiblement un accord finalement entre mes convictions et les clients qu'ils défendent. En fait, le droit de l'environnement, aujourd'hui, c'est presque comment faire pour contourner les règles du droit de la nature. C'est un peu ça. Non, mais même le droit de l'environnement lui-même, parce qu'en fait, dans la plupart des grands cabinets d'avocats qui disent faire du droit de l'environnement, en fait, on vous explique comment contourner les procédures en matière de consultation du public et de participation du public, les règles, exactement, les règles de protection de l'environnement, comment on fait en sorte de... je veux pas trop stigmatiser parce que il n'y a pas que des méchants dans ces cabinets d'avocats, c'est pas vrai. Mais globalement, le problème, c'est que un peu naïvement, quand on débarque et qu'on est jeune étudiant ou jeune diplômé avocat,
et qu'on est encore un peu naïf sur le fonctionnement du monde, on se dit c'est génial, et en fait on se retrouve avec ce genre de déconvenue, on peut appeler ça une déconvenue. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rebondi immédiatement vu que j'étais déjà très engagée dans les réseaux écolos. On m'a proposé ensuite de partir en Guyane et de travailler justement et pour soutenir les revendications des peuples autochtones de Guyane. Et c'est là que j'ai fait mes premières belles expériences justement en matière de protection de la nature et des peuples autochtones. Ok, est-ce que tu peux me raconter peut-être cette histoire, comment ça s'est passé, ton arrivée en Guyane, qu'est-ce que tu as découvert, comment est-ce que tu as fait pour t'opposer à... Donc c'était un projet russo-canadien, c'est ça ? C'est ça, oui. Comment est-ce que tu as fait pour t'opposer il me semble que tu as l'idée justement cette opposition sur place. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que tu mènes les combats ? Est-ce que ça se mène sur place ou est-ce que ça se mène dans des procès à Paris ? J'en sais rien. Enfin, au niveau des sièges sociaux En fait, donc il y avait deux choses. C'est que, un peu par hasard, il se trouve que donc, je croise à Paris, dans ces réseaux militants, une délégation amérindienne qui vient justement faire le tour des ministères, des institutions, pour demander la restitution de leur territoire traditionnel. Il faut savoir qu'en 2017, suite aux émeutes qu'il y avait eu en Guyane française, la France était engagée à restituer 400 000 hectares de terre aux organisations autochtones de Guyane. Et ça, c'est très important à savoir parce qu'en fait, c'était en fait la condition sine qua non pour que les organisations autochtones puissent développer des projets, conserver leur identité. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en Guyane pour soutenir juridiquement ce processus, parce que la France était certes engagée, mais elle n'avait pas dit comment faire. Donc, ils avaient dit, OK, on signe pour vous restituer ces terres. Mais en fait, ils n'avaient aucun appui juridique, aucun soutien pour les aider à construire ce qui serait ensuite l'outil qui leur permettrait de récupérer ces territoires-là. Et donc, ça a été un gros travail juridique, d'analyse, de soutien, etc. Et puis, quitte à faire les choses jusqu'au bout, il se trouvait qu'en 2017, au même moment où je cherchais justement à partir en Guyane, j'en ai entendu parler pour la première fois de ce méga projet, donc Montagne d'Or, qui était effectivement porté par un consortium russo-canadien. Et donc, il s'agit de la plus grosse mine d'or jamais imaginée sur le territoire français. Et puis, histoire de faire une pierre deux coups, j'envoie un mail au collectif citoyen qui est en train de militer contre ce projet. Et je leur dis, donc c'est le collectif Hors de Question. Et je leur dis, écoutez, moi, j'ai mon diplôme d'avocat. Je mets à disposition toutes mes compétences pour vous aider contre ce projet. Et donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de soutien. Il se trouve qu'ils avaient un peu besoin de soutien. Et donc, j'ai embrayé directement. Puis, au bout de quelques mois, je suis devenue porte-parole de ce collectif pour m'occuper plus particulièrement du coup des questions juridiques et évidemment des recours. Et on a déposé un recours dans la foulée. Parce que voilà, ces projets miniers, et ça sous-entend toujours des titres, des autorisations d'exploitation minière, etc. Et donc, il y a de quoi aller en justice, faire des recours. Et on a gagné d'ailleurs ce recours contre Montagne d'Or, contre un petit permis qui leur avait été donné pour un peu mettre le pied dans la porte justement avant de commencer le gros chantier. Et donc, j'étais très contente parce que justement... Une fois que c'est démarré, c'est très difficile à arrêter. Exactement. Et du coup, l'objectif, c'est d'essayer de fermer la porte avant même qu'il l'ouvre. Exactement. Okay. Donc là, on avait déposé un premier permis histoire d'essayer d'endiguer justement l'avancée des travaux. Et on a gagné ce premier permis parce qu'ils avaient truqué justement leur étude d'impact. Donc, ce qu'on appelle en droit saucissonner, c'est pas très joli, mais on dit saucissonner une étude d'impact. En gros, c'est découper en petits morceaux pour donner l'impression qu'il se passe pas grand-chose sur le terrain, alors qu'en fait, vous devez donner une vision globale de votre projet. Et donc, le découper, c'est non seulement tronquer la vérité, mais c'est en plus déguiser les faits d'un point de vue de l'administration. Et donc, on a gagné. Donc, pour moi, c'était évidemment une belle première victoire et ça nous montrait que voilà, dans certaines situations... Sur le chemin de la grande avocate que tu voulais être. Ouais, en tout cas, c'était un petit pas. Et c'était un pas réjouissant parce que ça nous a permis, et ça préjugeait un peu de ce qui allait se passer par la suite, ça nous a permis ensuite de cranter comme ça, victoire après victoire, jusqu'à l'abandon du projet
en tout cas l'annonce de l'abandon du projet en 2019 par Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, ce qui est quand même pas rien, parce que au départ c'était assez inenvisageable quand on se lance. On se dit toujours, mon Dieu, mais comment on va faire une multinationale avec autant d'argent, autant de moyens, plus le soutien du gouvernement? Comment on va faire pour stopper cette grosse machine? Et comme quoi, Et alors, à quoi est-ce que tu lis du coup cette victoire? C'est vraiment tout mettre des recours sur tout ce qu'ils disent, ou est-ce que vous avez trouvé des vraies failles à certains endroits, ou comment est-ce que vous faites d'ailleurs? Parce que c'est toi qui le disais tout à l'heure, hein, c'est un peu David contre Goliath. Même quand on a raison, c'est pas forcément évident qu'on obtienne gain de cause. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. L'outil du droit est essentiel. On crante sur tous les recours possibles, toutes les actions, tous les plaidoyers juridiques envisageables, on crante sur chaque truc. Les médias, ça joue énormément dans la société dans laquelle on vit. Le fait qu'au départ, en fait, on était complètement sous les radars et que justement, en s'attirant la visibilité des médias, qu'on est devenu vraiment le caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une grande déclaration en matière d'environnement, les journalistes disaient « Oui, mais sur Montagne d'Or, vous faites quoi ?» Et donc, c'est vrai qu'on est vraiment devenu le poil à gratter du gouvernement, pour ainsi dire. Et ça, on a eu beaucoup, beaucoup de visibilité. Faut dire qu'on était un peu aidés, je dirais aidés, parce que il se passait du côté brésilien un drame, hein, la forêt brésilienne en feu en 2019 fait que finalement les projecteurs sont tournés vers l'Amazonie et que nos mobilisations, elles rentrent en contradiction directe avec les grandes déclarations d'Emmanuel Macron sur l'état de l'Amazonie. C'est-à-dire on ne peut pas montrer du doigt d'un côté Jair Bolsonaro et de l'autre faire n'importe quoi sur notre territoire et notamment conduire des projets qui ont pour impact de raser des forêts primaires. Il y a un côté timing aussi quand même. Ah oui, non, mais clairement, disons que le calendrier a joué en notre faveur. Et c'est dommage parce que du coup, c'était aussi lié à la destruction rapide de l'Amazonie. Et puis, il y a eu la mobilisation citoyenne. On était sur le terrain, on a organisé des marches, on a fait signer des pétitions, on n'a vraiment rien lâché. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait aussi une synergie de plein d'acteurs différents. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule voix, par exemple, une seule voix, une seule position, très naturaliste, on avait au contraire une diversité d'acteurs engagés, c'est-à-dire autant les acteurs comme Trop Violence, donc les mouvements sociaux qui luttent aussi pour la dignité des peuples d'outre-mer, mais notamment en Guyane, la sécurité, la santé, l'investissement dans les infrastructures. Donc eux avaient un message plutôt centré sur le refus et le rejet de l'implantation de multinationales qui viennent piller ce territoire sans rien laisser aux personnes qui habitent là. Donc ce discours-là, le discours évidemment des associations écologistes, donc avec un discours très naturaliste, protection des forêts, lutte contre le réchauffement climatique, protection de la biodiversité, et puis un discours essentiel, celui des peuples autochtones, donc des gardiens en fait de ce territoire, avec un discours à la fois simple, extrêmement percutant, qui dit tout simplement il ne peut pas y avoir d'extraction minière sur ce territoire, c'est un territoire sacré amérindien et vous ne pourrez pas vous installer ici. Et ça, le fait qu'on ait réussi dans notre mouvement à vraiment laisser la place à tout le monde, que chacun puisse s'exprimer, donner sa position, je pense que ça, c'est un aspect qui a vraiment joué extrêmement en notre faveur, parce qu'on a montré que chacun dans la société pouvait s'exprimer, devait s'exprimer et a trouvé sa place dans ce mouvement. Tu dis que le refus, je crois que c'est dans ton livre aussi, tu dis que le refus net, ça ne fonctionne jamais et qu'il faut pouvoir apporter quelque chose, que la colère seule, elle apporte pas grand-chose finalement, elle est juste mauvaise pour soi, mais qu'on n'apporte pas grand-chose en tant que solution. Est-ce que du coup, ça fait partie, le fait d'avoir toutes ces voix, toute cette représentativité, ce pluralisme, est-ce que ça fait partie justement de cet apport de solution qui est nécessaire pour réussir à obtenir, j'imagine, une négociation, un accord derrière, qui n'est pas forcément celui que tout le monde veut, mais qui est le meilleur compromis pour les deux camps? Alors en fait, il se trouve que l'histoire de l'orpaillage en Guyane, c'est une histoire qui remonte à loin. Hein. C'est le mythe de l'Eldorado, c'est la valorisation de ces territoires en fait pour y chercher de l'or. C'est un territoire du coup ultra marqué
par cette idée que il y aurait que la mine pour développer le territoire. On parle depuis des années d'un boom économique qui ne vient pas et qui ne viendra jamais, parce que ce n'est pas grâce à la mine qu'on développe des territoires. Enfin, il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'Amérique du Sud pour le savoir, parce qu'en fait, il y a un développement des territoires qui se fait au bénéfice des multinationales et toujours au détriment des habitants. Et c'est vrai pour tous les pays d'Amérique du Sud, malheureusement. On le voit aujourd'hui au Venezuela et ailleurs. Quand vous investissez dans l'extraction minière, pétrolière, etc., vous vous passez la corde au cou, en fait. Parce que vous devenez dépendant de l'exploitation de votre propre territoire et dépendant des exportations et donc des décisions de pays tiers, voire d'entreprises sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Et sur donc, lesquelles les États n'ont pas forcément plus de contrôle, d'ailleurs. Non, exactement. En fait, les rênes vous échappent, quoi. Et donc ça, c'était aussi très fort de la part du collectif de travailler sur des propositions de secteurs alternatifs à développer. Donc, on avait plus d'une dizaine de propositions, que ce soit justement dans l'économie du savoir, c'est-à-dire le développement de la recherche, notamment dans la médecine, parce qu'il faut savoir que la forêt amazonienne, c'est un temple de savoir, c'est-à-dire qu'on ne sait rien encore sur ces territoires et dont on pourrait tirer énormément en termes de ressources pour la médecine, pour tout ce qu'il y a là sur la pharmacopée, sur la cosmétique, etc. Donc il y a un temple de richesse intellectuelle dans ce territoire énorme. Il y a énormément d'autres secteurs comme la pêche durable, comme l'écotourisme, etc. qui sont à développer. Et on a été beaucoup aidés dans notre travail parce que, évidemment, nous, en tant que collectif citoyen, on n'avait pas beaucoup de légitimité à proposer ces solutions. Et il se trouve que le WWF a mandaté à l'époque le cabinet Deloitte, qui n'est pas connu pour être un obscur repère de marxistes décroissants. Pas vraiment. Voilà, donc du coup, ce cabinet Deloitte a planché en fait sur un rapport sur ce qu'on appelle les meilleurs leviers d'entraînement économique pour le territoire et à classer en fait les différents secteurs existants sur le territoire par effet d'entraînement, c'est-à-dire pour 1 euro investi, en gros, combien on peut déployer sur le territoire, les retombées économiques, quoi. Et en gros, la permaculture, l'agriculture durable, etc., et même des milieux un peu moins connus comme le cinéma et la production audiovisuelle avaient un effet d'entraînement énorme pour le territoire, alors que la mine, c'était quasiment un impact négatif, parce qu'en fait, il faut mettre énormément d'argent public dans l'infrastructure. Il y a énormément de retombées sur le territoire qui sont négatives en termes de santé, en termes de protection des écosystèmes, etc. Et donc, en fait, quand vous investissez de l'argent, vous en perdez. Et ceux qui gagnent de l'argent, c'est les multinationales. C'est ceux qui, en fait, en revendant l'or ou les ressources extraites du sol, s'en mettent plein les poches. Et ça, évidemment, ça a eu un impact dans l'opinion publique, parce que le fait que ce soit un cabinet connu comme le cabinet Deloitte et avec une légitimité sur ces aspects-là, forcément ça pèse. Je voulais revenir juste sur tes relations du coup avec ce que tu appelles les autochtones, les locaux en Guyane. C'est eux qui s'appellent comme ça, oui, c'est pas moi. Donc tu disais effectivement que tu avais découvert des nouvelles façons, tu cherchais des nouvelles façons de faire du droit. Puisque le droit qu'on a convient pas forcément à la protection de l'environnement. Et tu as découvert un certain nombre de choses dans leur culture, dans leur façon de vivre, qui amenaient ce respect de la nature et cette relation avec le vivant qui semble beaucoup plus saine. Qu'est-ce qui fait que chez nous ça fonctionne pas, ou qu'est-ce qui fait qu'on a perdu un peu cette relation, selon toi ? Il y a plusieurs aspects et j'y consacre vraiment tout un chapitre dans mon livre parce que c'est extrêmement complexe. Alors je voulais l'illustrer concrètement par des récits dans les villages, parce que moi, ce que j'ai fait, en fait, la première fois, j'y suis allée pendant 4 mois, et en fait, je suis allée de village en village pour comprendre comment fonctionnait, en fait, la structure, l'organisation du village, comment les gens vivaient, et puis surtout, comment étaient leurs relations les uns avec les autres, et puis avec la terre. Et donc, j'illustre un peu par la visite de différents villages des points qui me semblent assez importants. C'est notamment donc le fait d'avoir conservé une relation à la terre qui n'est pas liée à la propriété. C'est-à-dire que depuis les années 70 notamment, on retrouve des textes majeurs du mouvement autochtone guyanais, notamment portés par Félix Tiuka et Alexis Tiuka,
qui sont les premiers à avoir fédéré vraiment les mouvements autochtones de Guyane, les 6 peuples présents sur ce territoire, et qui ont d'emblée rejeté l'idée de propriété privée sur la terre, en disant, et en ayant un peu de recul d'ailleurs sur la société occidentale, en disant « Nous observons que chez vous, la propriété privée amène les inégalités, déconstruit en fait les relations sociales, et nous, dans notre société, traditionnellement, ce que nous cherchons, c'est le bien-être de tous. C'est l'égalité entre les humains, les non-humains, une recherche d'harmonie avec la terre. Et ça, nous ne pouvons pas l'obtenir grâce à la propriété privée, donc nous la rejetons. » Et ça, c'est très compliqué pour nous à imaginer. C'est infiniment compliqué. Comment est-ce que ça fonctionne, du coup ? En fait, du coup, les décisions sur la terre, alors il y a plusieurs choses. C'est que, d'une part, traditionnellement, ce sont des peuples semi-nomades, donc on ne s'attache pas forcément, comme nous, à un territoire. On ne se lie pas forcément à un territoire de la même manière. Ils ont été, sur le tard, sédentarisés, parce qu'en fait, l'administration française leur a demandé de se structurer autour d'une mairie, autour d'une poste, autour d'un village, parce qu'il fallait envoyer les enfants à l'école et donc les domicilier quelque part. Ça, c'est un modèle qui est venu vraiment déranger la manière dont ils avaient structuré historiquement leur société. Mais ils ont réussi à tenir bon et à conserver justement leur identité et leur mode de vie d'une certaine façon, justement en refusant la propriété privée. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, effectivement, ils sont sédentaires, regroupés autour de villages, ils gèrent les terres collectivement. C'est-à-dire que c'est soit le chef, soit un groupe d'habitants qui décident de l'attribution de parcelles, puisqu'en fait, il faut savoir que dans un village, chacun, en tant que membre du village, a le droit à une parcelle de terre. Vous avez le droit à 1 hectare de terre pour faire pousser ce dont vous avez besoin pour vivre. Et donc, de cette manière-là, ils attribuent, il n'y a pas de propriété, mais ils attribuent à une personne l'usage d'une terre, du village, et donc chacun peut tirer ses subsistances de la terre. Et de cette manière-là, s'inscrit en fait dans la durée un usage respectueux de ce territoire. Sur ce territoire, il ne peut pas y avoir d'activité extractive intensive, parce qu'on ne peut pas en fait donner de titre de propriété ou de titre d'usage à quelqu'un d'autre, puisqu'on n'en a soi-même pas la propriété. Et donc, de cette manière-là, ils ont fait attention de bien protéger l'entrée dans le village d'activités qui seraient incompatibles avec la protection de la terre. Et ils ont protégé cette vision qui est de dire il n'y a pas de propriété sur la terre, mais simplement un usage qui doit se perpétuer de génération en génération. Et donc, de cette manière-là, alors je résume parce que c'est beaucoup plus complexe et parce que j'aime bien l'illustrer plutôt par des exemples très concrets et vous raconter un peu qui sont ces gens aussi. Et à travers le livre, vous verrez beaucoup plus de détails, mais c'est vrai qu'il y a une relation à la terre du coup qui est complètement différente et qui non seulement a protégé la terre, mais les a aussi protégés eux. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant, c'est que je me suis rendu compte, grâce à eux et à travers eux, de la manière dont nous-mêmes, nous sommes seuls, isolés, faibles dans notre société, en tant qu'individus. Parce qu'en fait, un écart de parcours, un échec dans la vie, ça peut vous faire dégringoler immédiatement. Vous n'avez pas forcément toujours quelqu'un pour vous rattraper, vous n'avez pas forcément de lien social. Vous pouvez rapidement vous retrouver plus bas que terre dans notre société. Et dans leur société, le fait que justement, il n'y ait pas d'accès à la propriété privée sur la terre, ça a protégé les individus parce qu'en fait, ils ont conscience d'être un corps, ils sont interdépendants les uns des autres, ils s'entraident mutuellement et donc ils ont conscience que se protéger en tant que groupe, c'est se protéger chacun. Chacun d'entre eux est protégé par l'effet de groupe. Et nous, parce qu'on est des individus qui ont été éduqués avec une vision individualiste, voire même matérialiste et de compétition, eh bien, comme on est chacun en compétition les uns avec les autres et qu'on veut tous avoir plus que son voisin, eh bien, du coup, il n'y a pas un lien d'entraide qui a pu être créé et ça s'entend. Et donc, du coup, c'est très intéressant de voir à quel point protéger la terre, c'est se protéger nous. Et je pense que, de toutes ces réflexions, de toutes ces observations là-bas, j'ai voulu revenir justement avec des propositions concrètes pour améliorer nous,
notre relation entre nous, notre société, et puis notre droit, parce que notre droit, en fait, c'est les bases de cette société. C'est ça qui écrit, en fait, la manière dont on vit ensemble. Et donc, cette fission juridique, elle doit être en accord et alignée avec les valeurs, mais surtout avec l'objectif politique, qui est justement de vivre mieux. Ouais, alors du coup, ce serait quoi les actions? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas se séparer de notre propriété individuelle du jour au lendemain dans nos pays occidentaux. Qu'est-ce que serait du coup un entre-deux, un sol commun? Il y a beaucoup aujourd'hui de réflexions autour du commun, justement, et de comment on fait au lieu d'avoir justement une propriété, au contraire, un usage partagé, voire même un travail collectif, ou un peu cette vision un peu marxiste où en fait l'outil de travail appartient aux travailleurs, je dirais. C'est le mouvement des coopératives. Les tiers-lieux, les friches. Exactement. Alors, les tiers-lieux, quand c'est pas vu un peu de manière capitalistique, parce qu'il y a quand même beaucoup de tiers-lieux aujourd'hui qui sont gérés par le capital quand même, enfin, sans rentrer dans les stéréotypes, il y a quand même justement un certain alignement avec des valeurs, c'est-à-dire de partage, d'entraide, etc., qui doit nous appeler à réfléchir différemment, mais que ce soit justement dans le monde des entreprises, dans le monde du privé aussi. Il y a énormément de valeurs communes comme ça qui aujourd'hui nous poussent à réfléchir différemment. Et on le retrouve à tous les niveaux, et c'est notamment dans le droit, le mouvement pour les droits de la nature, et ce sujet sur lequel je travaille de thème des gardiens de la nature, c'est-à-dire trouver une nouvelle forme d'implication dans notre société pour s'émanciper de ce statut de citoyen individualiste et pour aller vers une réflexion collective de ce que nous voulons construire ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode. Donc, retrouvez-nous pour la deuxième partie très bientôt. Dans la deuxième partie, on va évoquer notamment l'affaire du siècle, la notion d'écocide, des travaux que l'association Wild Legal, que Marine a cofondée, ont présenté ces dernières années. N'oubliez pas de vous abonner, d'abonner vos amis, de nous laisser quelques étoiles si le cœur vous en dit et un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé et ce que vous aimeriez qu'on améliore. Ça nous aide énormément. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois.